Bonsoir à tous, c'est parti pour le 54e Salon de l'Agriculture et comme chaque année, la Touraine figure en bonne place. Mais les visiteurs connaissent-ils bien nos produits? Nous leur avons posé la question. La carte nationale d'identité fait sa révolution. À partir de jeudi, il faudra passer par un dispositif spécifique de recueil des empreintes digitales. C'est déjà le cas pour les passeports. Problème, seules 19 communes en sont équipées. Et puis découverte de Baril. Baril, c'est le robot poubelle de la SNCF. Il est en expérimentation en ce moment même en gare de Tours. À terme, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. C'est lui qui viendra à vous grâce à son intelligence artificielle. Voilà pour les titres. Le 54e Salon de l'Agriculture a donc ouvert ses portes ce week-end, porte de Versailles à Paris. La région Centre-Val de Loire dispose de son propre stand. L'Indre-et-Loire y sera à l'honneur ce jeudi. C'était le cas aujourd'hui du Loir-et-Cher. Journée volaille et vin avec dégustation. Vous allez le voir, le président du conseil départemental, Maurice Leroy, a mis la main à la pâte. Outre ses 3 confréries, le Loir-et-Cher compte 6 AOC viticoles, une AOP pour son fromage, le Sel-sur-Cher, ou encore la volaille de race contre, une race ancienne réintroduite il y a peu. L'ancien ministre est également revenu sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs et a rendu hommage à Xavier Belin, président du syndicat FNSEA, décédé dimanche dernier. Le salon, c'est aussi l'occasion, notamment l'occasion pour les éleveurs, producteurs et restaurateurs de tester la renommée de leur région auprès du public. Qu'en est-il de la Touraine? Les visiteurs connaissent-ils ces produits? Amanda Breuer-Rivera a baladé son micro dans les allées. Venir au salon de l'agriculture, c'est la meilleure façon de découvrir de nouveaux produits. Parmi les 1001 terroirs proposés, ceux de Touraine sont pour certains très flous. La gastronomie tourangelle, je ne connais pas. Vous voyez les rillettes du Mans. Le fromage de chèvre, d'accord, mais de chez nous, d'Alsace, des Vosges. Ah oui, la Touraine, il y a du vin de Touraine, oui. Angers. La gastronomie tourangelle, c'est les vins, c'est le miel. Ah oui, le fromage de chèvre, oui, je connais le fromage de chèvre. Les bûches. Il y a les rillettes, déjà. Et autrement, non, je ne connais pas spécialement les habitudes de la Touraine. Voyez dans la masse 6 stands de Tourangeau, dont 4 de 20e boutique. Parmi elles, Plou et Fils, vignerons près d'Amboise. Ils sont des fidèles du salon depuis 30 ans. Parce que c'est une grande vitrine pour nos vins. En plus, on touche une clientèle non seulement parisienne, on touche une clientèle aussi un peu plus nationale. On a des gens qui arrivent de partout en France, que ce soit du Nord, Normandie, de l'Est de la France ou même du Sud. Et donc c'est vrai qu'on a toujours un très très grand panel de clientèle, vraiment de partout. Ouais. Attirer de nouveaux clients et les fidéliser. Grâce à cette stratégie, vendent chaque année environ 4000 bouteilles grâce au seul salon de l'agriculture. Cependant, cet accès à plus de 600 000 visiteurs coûte assez cher. Comptez environ 1 000 € pour 3 mètres carrés. Voilà, puis l'Indre-et-Loire a déjà été récompensé depuis l'ouverture du salon. 52 médailles pour les vignerons et 4 en charcuterie, dont 2 pour les rillettes IGP. À partir de ce jeudi, la délivrance de la carte nationale d'identité est chamboulée. Les vérifications administratives ainsi que sa fabrication seront centralisées à Blois pour toute la région Centre-Val de Loire. Autre modification, et pas des moindres, il faudra obligatoirement se rendre dans l'une des 19 communes d'Indre-et-Loire équipées d'un dispositif spécial de prise d'empreinte digitale. Audrey Champigny. À partir de jeudi prochain, 2 mars, il vous sera impossible de faire une demande de carte d'identité dans votre mairie de résidence, à moins qu'elle ne bénéficie d'un dispositif de recueil de données biométriques. Une seule solution alors, se rendre dans l'une des 19 communes habilitées ou dans l'une des 2088 autres mairies françaises ayant le fameux dispositif. Pour la région Centre, toutes les demandes de carte d'identité seront désormais traitées à Bourges, dans le Cher, avec un renforcement de lutte contre la fraude. Le dispositif de lutte contre la fraude va être vraiment centralisé au niveau régional et donc toutes les vérifications qui seront faites par une équipe dédiée pour cela, alors qu'aujourd'hui on ne l'a pas en préfecture. On fait des vérifications par échantillonnage de dossiers et là ce sera le travail d'une équipe d'agents qui regardera s'il y a falsification ou pas avec la formation qui lui a été dispensée. Pour chacune des 19 communes, l'État donnera 8 000 € par an. Une somme bien dérisoire aux yeux des maires qui voient là un changement trop rapide et encore une fois aux dépens des zones rurales. Car si l'agglomération tourangelle est-elle bien desservie, pour certains habitants du sud-est ou du nord-ouest du département, il faudra parfois parcourir une vingtaine de kilomètres.
Oui, pour les zones rurales, il y a effectivement double punition. D'abord, précédemment, ça se faisait dans chaque mairie. Maintenant, il va falloir se déplacer 2 fois. La première fois pour demander, la deuxième fois pour récupérer. L'État fait des petites économies pour pas avoir à payer un recommandé, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Et en même temps, si on veut que le dispositif ne soit pas trop perturbant, notamment pour les personnes âgées, on va devoir sans doute contribuer au pré-remplissage des demandes sur l'ordinateur pour des personnes qui ne savent pas bien maîtriser l'ordinateur ou des personnes âgées. En Indre-et-Loire, ce sont 34 000 cartes d'identité délivrées par an et 23 000 passeports. En bref, l'épisode de vent violent qui s'abat depuis aujourd'hui sur la France et la région devrait continuer jusqu'à mercredi. Des rafales jusqu'à 90 km/h sont attendues. Les pompiers ont dû intervenir une douzaine de fois aujourd'hui en Indre-et-Loire pour des chutes d'arbres. La circulation a été brièvement perturbée sur certains axes secondaires. Et puis, autre fait divers, cet incendie qui a partiellement détruit une entreprise de Joué-les-Tours hier soir. Plus d'un tiers de l'entrepôt contenant des chariots élévateurs est parti en fumée. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Il ne devrait cependant pas y avoir de chômage technique. Un mot également sur cette opération coup de poing des motards en colère. Hier, une trentaine d'entre eux ont sillonné le sud de l'agglomération tourangelle. Leur cible, les ralentisseurs urbains. Selon la fédération, ces installations sont inadaptées aux 2 roues. Certains de ces ralentisseurs ne seraient pas aux normes ou mal entretenus. Il s'appelle Baril et devrait plaire aux voyageurs en gare de Tours. Baril, c'est le nom d'un robot, un robot poubelle. Il vient d'être lancé par la SNCF en expérimentation pendant 1 semaine. Le robot se déplace pour l'instant de manière aléatoire. À terme, grâce à son intelligence artificielle, c'est lui qui viendra jusqu'à l'utilisateur pour un papier ou une bouteille vide, par exemple, découverte avec Aurélie Renaud. Vitesse de pointe, un petit 5 km/h. Pour certains, elle ressemble à une otarie. Baril, c'est son nom, est un robot poubelle mobile. Une poubelle du futur qui ne passe pas inaperçue dans le hall de la gare de Tours. Ça ressemble à une chaussure. C'est pour jeter les canettes, non? C'est la première fois, c'est pour ça que je me suis arrêté pour regarder. Elle peut parler et bouger toute seule, c'est vraiment étonnant, je trouve ça intéressant. Avec ses capteurs, la poubelle se ferait un chemin entre les voyageurs dans un périmètre défini. Bientôt, ce prototype sera capable de s'approcher de vous, il vous suffira de lui faire signe. L'objectif est simple, attirer l'attention des voyageurs sur la propreté dans la gare. Ce qu'on trouve plus souvent par terre, ce sont les billets de train utilisés, les mouchoirs en papier. C'est ce qu'on voit plus souvent dans nos gares. Je pense que comme c'est marrant, les gens vont s'en approcher, l'utiliser et donc mettre leurs déchets à l'intérieur. C'est ludique, mais il ne faut pas, au nom de tout ce qui est ludique, oublier la responsabilité des gens. La poubelle est un objet qui se banalise et qui tend à ne plus être vu dans le parcours d'un client. Donc nous cherchons à remettre en évidence, à redonner du sens à cet objet, de manière à ce que nos clients puissent l'utiliser et se l'approprier. Et durant 1 semaine à la gare, vos déchets seront gratifiés d'une petite musique. Un robot du futur qui, espérons-le, sera conçu pour ne pas perdre la tête pendant les heures de pointe. Comme chaque lundi, les principaux résultats sportifs du week-end avec vous. Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec le TFC qui reste scotché à la dernière place du classement de Ligue 2 après son match nul face à Troyes. Et oui, c'est pourtant un bon résultat contre une équipe qui joue la montée, seulement 2 points du podium pour les Troyens. Mais donc ce match nul 0-0, le péché mignon de TFC, c'est cette inefficacité devant le but. Encore des regrets, les plus grosses occasions, elles sont pour Tours avec Miguel en première mi-temps et Diarra en seconde. Mais les 2 fois la balle est passée au-dessus. Le point positif, c'est tout de même donc de ne pas avoir encaissé de but. Ça n'était pas arrivé sur les 5 derniers matchs. Et c'est l'une des priorités du nouveau coach Noureddine El Wardani. Il avait aligné une défense très rajeunie avec Ibrahim Cissé associé à Thibaut Sillard. On l'écoute, c'était juste après le coup de sifflet final. J'avais dit aux défenseurs à la partie, je les ai pris ce matin à la partie, qui était une défense quand même jeune, qui viennent de la formation, donc qui se connaissent bien, qui ont connu cette galère il y a 2 ans, donc qui ont des joies et des galères ensemble. Et je leur ai insisté en leur disant que je sais qu'ils sont capables de ne pas prendre de but, parce qu'ils se connaissent par cœur dans la communication et dans l'abnégation de ce qu'ils allaient faire. Et je leur ai dit que si on ne prenait pas de but, on allait gagner. Bon, finalement, ça n'a pas été loin. J'aurais peut-être dû dire aux attaquants que si on marquait un but, on gagnerait un match.
Oui, ce sera peut-être pour vendredi prochain avec le nouveau match. Ce sera un déplacement à Ajaccio face au Gazélec, vendredi à 20h. Allez, on passe au basket. L'ADA Blois qui continue son ascension au classement de Pro B avec une victoire vendredi face à Saint-Quentin. Et c'est une belle revanche pour l'ADA qui s'était incliné au match aller à domicile alors qu'ils avaient 17 points d'avance. Cette fois, pas de retournement de situation avec un match bien maîtrisé. Les Blésois se sont appuyés sur une très grosse défense, ce qui donne un tout petit score, 62-53. À noter un match énorme de Wilson qui a mis 28 points à lui tout seul. Quand on sait que le deuxième meilleur marqueur de l'ADA, c'est Turner avec 8 points, on se rend bien compte de la performance de l'Américain. Une 8e victoire en 10 matchs pour l'ADA qui leur permet d'être 7e et de se présenter de plus en plus comme un prétendant aux playoffs. Et puis à 19h15 dans Stadium, du foot, du basket, mais c'est pas tout. Et oui, de l'athlétisme avec le free run de l'A3 Tours. Ce sera nos invités, deux invités du club de l'athlétisme. Rencontre également avec le consultant de foot préféré des Français, Omar Da Fonseca, ancien joueur du FC Tours à l'époque. Et puis on va vous faire découvrir le roller derby, une espèce de rugby sans ballon mais avec des patins. Merci Bastien. Ouais. Depuis la rentrée, le codage informatique s'est fait une place dans les programmes scolaires, initiation primaire, des cours au collège. Le phénomène prend de l'ampleur et pas seulement à l'école. Ce qu'on appelle les coding goûtés se multiplient. Le but, permettre aux enfants de se familiariser avec la programmation informatique tout en s'amusant. Le reportage de Romain Delville à la Maison de la BD à Blois. Pour un goûter coding, il faut déjà amener son ordinateur à la Maison de la BD. Dans la liste, vous allez retrouver un premier lien et un premier outil qui s'appelle Scratch. Donc Scratch, c'est un outil de développement qui permet de donner des instructions à des personnages. À partir de 7 ans, les néophytes choisissent un petit scénario et vont faire déplacer un lapin selon des ordres bien précis à l'aide du logiciel de codage. Par exemple, dans la catégorie mouvement, on peut lui dire d'avancer de 10, ou de reculer, ou de tourner à 15 degrés, par exemple, ou encore de sauter. Enfin, il y a plusieurs catégories, et selon ces catégories, on peut modifier. Les plus grands ou plus expérimentés créent un jeu, toujours avec le petit lapin. Cette fois, on programme un labyrinthe et une règle simple. Quand le lapin en sort, le joueur perd un point. Je vais demander aussi au lutin à chaque fois que j'appuie sur la touche d'en bas, il descend. À chaque fois que j'appuie sur la touche pour aller à droite, il va à droite. Donc je vais lui demander ça pour que je puisse le gérer et le diriger dans le labyrinthe. Oscar, lui, est déjà en mode expert. Il programme chez lui sur différents logiciels de codage et veut devenir ingénieur en électronique. Là, je suis en train d'essayer en fait de créer ce qu'on appelle une fonction exponentielle, c'est-à-dire de faire que mon lutin trace une courbe comme sur un tableau. Et avec donc la fonction qui est prédéfinie, mais il manque en fait une fonction, c'est-à-dire une variable qui s'additionnerait à un chiffre à chaque fois et qui se redéfinirait elle-même. C'est l'association Loir-et-Cher Tech, en plus d'organiser des conférences ou le Startup Weekend le week-end prochain, qui organise depuis un an ces goûters coding tournés vers un jeune public. C'est vraiment d'expliquer aux enfants aujourd'hui qu'ils ont pu être passifs devant un ordinateur, qu'ils deviennent vraiment actifs et qu'ils peuvent comprendre enfin qu'ils peuvent programmer leurs propres jeux vidéo. Ou même, très souvent d'ailleurs on le voit avec les enfants, c'est même plus que de programmer un jeu vidéo, c'est de faire des petites histoires narratives. Ça ils aiment beaucoup. Faire des petits dessins animés, des petites choses comme ça. Même pour ainsi dire quasiment des BD, comme on peut le voir aujourd'hui à la Maison de la BD. Et dans un goûter coding, il y a du coding, mais il y a aussi un goûter, et ça, c'est pas du virtuel. Restez avec nous dans quelques instants, on parlera justice avec mon invitée Catherine Gazeri-Rivet, bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Tours. Les avocats qui se mobilisent pendant la campagne présidentielle, ils interpellent les candidats et lancent une grande campagne d'information sur leur mission. A tout de suite.